Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, cap sur le Cameroun, à la rencontre de Christian Junior Djomene, épidémiologiste spécialisé en nutrition et directeur exécutif de Best Team Fraternity, une association communautaire engagée pour la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Avec Christian, aujourd'hui, nous allons explorer les liens puissants, mais parfois méconnus, entre santé, sécurité alimentaire et conservation. De l'accompagnement de coopératives rurales à la transformation des déchets en charbon écologique, son travail incarne une vision intégrée du développement où chaque action en faveur de l'environnement renforce la résilience des populations vulnérables. Un échange très inspirant sur les ponts entre écologie et justice sociale au cœur des territoires camerounais. Bonne écoute. Alors bonjour Christian, ravi de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation. Christian, je vais vous laisser tout de suite la parole avec une première question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter votre parcours personnel et ce qui vous a notamment amené à travailler sur les questions de la nutrition et de l'environnement? Merci Hélène, merci de me passer cette parole. Mon parcours en épidémiologie nutritionnelle part d'un constat simple. Dans mon pays, au Cameroun, la malnutrition et la dégradation de l'environnement sont très souvent liées. Donc, après mes études en santé publique, j'ai donc décidé d'attaquer ces deux fronts-là, c'est-à-dire la malnutrition, ou bien du moins les problèmes de nutrition et les problèmes liés à l'environnement. Et mon engagement est beaucoup plus à l'endroit, n'est-ce pas, des communautés rurales, voilà, avec qui nous travaillons beaucoup plus. Et c'est à ce niveau-là que j'ai pu voir, et que je continue même d'ailleurs de voir au quotidien, le lien qu'il y a entre les pratiques agricoles, n'est-ce pas, la gestion des déchets et, n'est-ce pas, la santé des populations. Et qu'est-ce qui vous a poussé, Christian, à fonder ou à rejoindre l'organisation Best Team Fraternity? Et pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de cette organisation, quelle est là ou quelles sont les missions de cette organisation aujourd'hui? Déjà, Best in Fraternity part d'une volonté, n'est-ce pas, de mobiliser les communautés pour toutes des solutions intégrées, c'est-à-dire propres à leur contexte. Donc, nous avons pour mission, hein, entre autres, d'agir sur la sécurité alimentaire et sur les problèmes liés à l'environnement. Donc, nous sommes une organisation beaucoup plus constituée des jeunes, voilà, qui vont sur le plan local, beaucoup plus rural, sur divers axes stratégiques, l'éducation, l'autonomisation des femmes et de la famille, l'inclusion sociale, et nous avons un cheval de bataille sur la sécurité alimentaire et sur la protection de l'environnement. Donc, c'est un peu de là que part, n'est-ce pas, la Blessing Facility et du moins sa mission, n'est-ce pas, de rendre les communautés, les populations résilientes. Voilà. Et Christian, vous êtes spécialisé, donc je le disais en introduction, en épidémiologie nutritionnelle. Euh, Quel lien vous pouvez faire avec votre expérience aussi sur le terrain, votre engagement au quotidien, entre santé publique, sécurité alimentaire et environnement? Alors, c'est une question un peu vaste, hein, et il faudrait sans doute Ouais. plusieurs heures et pas uniquement un seul épisode pour en parler. Donc, voilà, si vous pouvez de façon concise, peut-être nous dresser les grands enjeux autour de ces trois thématiques. Ah oui, Hélène, comme vous l'avez dit, c'est une question vraiment assez large. Je prendrai un exemple simple pour essayer de faire le lien entre les deux, qui est propre, n'est-ce pas, à notre contexte ici. Donc, nous avons la transformation, n'est-ce pas, des déchets ménagers en charbon écologique. Parce que chez nous, au Cameroun, ici, nous utilisons du charbon de bois, beaucoup plus en milieu rural, où nous utilisons du charbon de bois pour nos préparations et pour diverses choses. Sauf que ce charbon de bois pose quelques problématiques. Premièrement, c'est que pour avoir ce charbon de bois, il a fallu qu'on abatte un arbre dans nos villages, dans nos forêts, premièrement. Et on connaît tous l'impact de la déforestation.
Deuxièmement, c'est que ce charbon de bois produit énormément de gaz nocifs. Le CO2, le monoxyde de carbone, par exemple, il produit énormément de gaz. Donc, c'est un gros inconvénient déjà. Donc, l'approche que nous avons avec le charbon écologique, c'est que nous utilisons des déchets ménagers pour produire du charbon. Déjà, premièrement, ce charbon-là, lorsque nous l'obtenons, il n'y a pas nécessairement besoin d'abattre un arbre dans notre village, premièrement. Et deuxièmement, il produit moins de gaz, n'est-ce pas, nocifs, toxiques pour la santé. Vous voyez là qu'on parle d'un problème de l'environnement, c'est-à-dire abattage des arbres ou bien production de charbon à partir des déchets ménagers, pour rejoindre un problème de sécurité alimentaire. Parce que si on n'a pas des arbres, ça a de l'impact sur le sol. Et si le sol est, n'est-ce pas, affaibli, ou du moins, ou du moins rencontre, n'est-ce pas, un déséquilibre du fait de l'abattage des arbres, ça impacte la production. Et dès lors que les productions agricoles sont impactées, on est là déjà dans le début d'une insécurité alimentaire. Et en plus, le charbon que nous utilisons, le charbon de bois, produit beaucoup plus de gaz, contrairement au charbon écologique. Donc, l'avantage avec le charbon écologique, c'est que on aura moins d'impact sur la santé des personnes parce que ces gaz nocifs sont à la fois nocifs pour la personne qui utilise, mais aussi pour l'environnement dans lequel il utilise. Donc, voilà un peu un exemple qui peut retracer le lien entre l'environnement, la sécurité alimentaire et, n'est-ce pas, et la santé publique. Merci, Christian. Est-ce que vous pouvez nous parler des coopératives agricoles que vous accompagnez? Alors, je crois, si je ne me trompe pas, notamment la coopérative Bororo. Et quels sont les enjeux spécifiques qu'elles rencontrent, ces coopératives au quotidien? Bon, avec cette coopérative, nous travaillons, il faut dire que c'est une communauté de la tribu des Peuls, chez nous ici au Cameroun. Nous Mhm. travaillons à la fois avec les hommes de cette communauté comme avec les femmes. Avec les hommes, par exemple, il y a un problème qui est fréquent chez eux. Les aléas climatiques créent souvent les problèmes de pâturage de leurs bêtes parce qu'ils élèvent beaucoup de bœufs et les aléas climatiques parfois fait que la verdure n'est pas toujours disponible pour leurs bêtes et cela dégage peut-être pas un processus de conséquences que nous pouvons citer peut-être ultérieurement. Donc, du coup, avec cette communauté-là, par exemple, pour le cas des hommes, nous les accompagnons et nous les formons en agroforesterie et en gestion durable, n'est-ce pas, des ressources du sol, afin qu'ils puissent exploiter le sol de façon efficiente pour pouvoir faire face à tous les aléas climatiques qui peuvent se produire, pour qu'il y ait suffisamment et permanent de la verdure pour le bête. Ça, c'est le cas, par exemple, des hommes. Avec les femmes, nous investissons beaucoup plus avec la production du charbon écologique et avec les processus de compostage. C'est beaucoup plus ce que nous faisons avec eux au quotidien et depuis de cela quelques années. Justement, sur le charbon écologique, donc vous avez expliqué, vous transformez en fait des déchets ménagers euh, en charbon écologique, c'est ça? Et comment Oui, ça, effectivement. voilà, comment ça fonctionne et quel impact ou quels sont les impacts positifs que ça a? Alors, vous avez en un petit peu parlé, mais si on peut aller un petit peu plus dans le détail du charbon écologique, qui est un sujet qui nous intéresse. OK. D'accord. Le charbon écologique s'obtient déjà à partir des déchets ménagers. Ça veut dire, ma maman, ma grand-mère du village, vu que je vous ai dit, nous intervenons beaucoup plus dans un contexte rural, elle a cultivé son manioc, sa banane, son plantain. Et elle a donc épluché pour préparer. Donc, les déchets organiques, c'est-à-dire les épluchures de bananes, de plantain, de manioc qu'elle obtient, nous les récupérons pour les transformer en charbon écologique. Comment est-ce que cela se passe? On obtient on prend ces déchets organiques. Je précise bien organiques parce que les déchets plastiques ne sont pas pris en compte dans ce processus. On prend des déchets organiques, on va tout d'abord les sécher pour réduire l'humidité qu'ils contiennent. On va ensuite les carboniser, ça veut dire on va les brûler jusqu'à ce qu'ils deviennent une cendre qu'on appelle dans le jargon du biochar. Une fois qu'on a obtenu ce biochar, il faut bien qu'on ait un agent liant parce que c'est une poudre, le biochar est une poudre et on veut avoir à la fin un charbon avec une forme. Donc, on ajoute donc un agent liant que nous pouvons utiliser. Ce que nous faisons régulièrement ici, c'est soit l'amidon de manioc, soit de l'argile. Mais nous ferons beaucoup plus. Euh, pour des questions de protection de l'environnement, nous pouvons beaucoup plus utiliser l'amidon de manioc. Parce que nous produisons ce manioc et puis on peut obtenir l'amidon pour l'utiliser comme agent liant, n'est-ce pas, dans ce processus. Donc, on utilise l'amidon de manioc qu'on va mélanger avec la poudre, n'est-ce pas, des déchets organiques qu'on a carbonisés. Et puis, on va pouvoir donner une forme, n'est-ce pas, à notre charbon écologique. Par la suite, on va le sécher et puis on va le commercialiser, ou du moins l'utiliser. Bon, cela rapporte beaucoup d'avantages que j'ai déjà cités, comme vous l'avez dit.
Ça empêche qu'on n'abatte nos arbres pour avoir du charbon, premièrement. Ça nous protège notre environnement parce que ça produit moins de gaz. Et c'est rentable surtout parce que les communautés accompagnées qui utilisent cette méthode-là euh, peuvent se faire, n'est-ce pas, de l'argent à travers ce processus. Non seulement ils peuvent l'utiliser, ils protègent l'environnement, mais en même temps aussi, ils peuvent se tirer un petit bénéfice pour eux et pour leur famille. Très intéressant comme principe, effectivement. Et comme vous dites, c'est revenir à des choses que faisaient déjà nos ancêtres depuis longtemps, mais peut-être des pratiques qui ont été oubliées et qui reviennent un peu au goût du jour pour le bien-être des populations et puis évidemment de la planète. Est-ce que vous menez sur le terrain des activités de sensibilisation des communautés locales justement à une meilleure gestion des déchets pour un développement durable et pour un environnement plus sain? Oui, ces sensibilisations se font en continu. Nous organisons souvent des ateliers de formation avec des publics cibles. Déjà, déjà que notre premier parcours, notre premier et le premier parcours de notre aventure avec les communautés Mbolo, part, n'est-ce pas, d'un atelier de formation qu'on avait fait. Et puis, avec les échanges avec le chef de communauté, il a été proposé, n'est-ce pas, de les accompagner dans ce sens. Donc, nous organisons très souvent des ateliers de formation, n'est-ce pas, sur ces volets-là. Et vraiment des ateliers de démonstration, vraiment. Parce que une fois qu'on a dit la théorie, il faut bien qu'on essaie de démontrer avec les personnes. Ça, c'est toujours des moyens de sensibilisation. Et nous avons aussi le moyen des radios locales ici, n'est-ce pas, qui nous font l'amitié et nous offrent très souvent des espaces de communication à travers lesquels nous pouvons communiquer, sensibiliser les personnes et, n'est-ce pas, éviter les personnes intéressées à nous rejoindre pour, n'est-ce pas, en profiter. Merci Christian. On a parlé depuis le début de notre entretien du coup de cette insécurité alimentaire. C'est pas forcément un équilibre facile à maintenir entre la conservation des écosystèmes et la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est un équilibre qui est assez fragile. Quelle est votre perception, vous, de cette articulation entre les deux? Bon, c'est un équilibre difficile, mais c'est possible. C'est possible parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle beaucoup plus d'un état, c'est-à-dire une situation où les personnes peuvent avoir accès à la nourriture, l'utiliser de façon pérenne pour être plus simple. Donc, du coup, mais lorsqu'on va parler des causes, ou du moins des facteurs qui influencent négativement la sécurité alimentaire, ou bien qui vont causer l'insécurité alimentaire, on cite principalement deux causes. La première cause, c'est celle qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire nous les hommes. Ce sont les changements climatiques, ou du moins qui dépendent en partie de nous les hommes. Ce sont les changements climatiques. La deuxième cause, ce sont les conflits sur lesquels on ne peut pas beaucoup s'appesantir. Donc, l'environnement, ou du moins l'écosystème, a un impact direct, ou du moins indirect même, je dirais, sur la sécurité alimentaire. Parce que si l'environnement n'est pas propice aux productions agricoles, n'est-ce pas, il n'y aura pas de production, ou bien du moins les productions seront moins, n'est-ce pas, moins appropriées qu'elles ne devraient l'être. Et s'il n'y a pas une bonne production, parce qu'on parle de la nourriture, quand on parle de sécurité alimentaire, on parle d'abord de la nourriture. S'il y a un problème dans notre environnement, la disponibilité des aliments, leur utilisation, leur accessibilité et leur utilisation est déjà impactée. Et ces trois éléments que je viens de citer, en plus de la durabilité, sont les quatre piliers de la sécurité alimentaire. Donc, il y a un lien vraiment entre l'écosystème, l'environnement et la sécurité alimentaire et ou l'insécurité alimentaire. Mais bien que beaucoup de personnes ne soient pas mises sur ces fonds-là, donc, ce que nous faisons au quotidien commence déjà à poser à des bases, des pas pour des solutions à venir. Merci Christian. Quelles sont, donc du coup, quelles sont selon vous, en fait, aujourd'hui, les conditions qui sont nécessaires pour que les communautés rurales deviennent réellement actrices de leur sécurité alimentaire et à la fois de la préservation de leur environnement? Bon, les conditions, de par l'expérience que la Blessing Fraternity a eu avec les communautés et des échanges que nous avons avec eux au quotidien, nous avons trois piliers sur lesquels il faut intervenir, trois principaux piliers. Le premier pilier, c'est la formation technique. Les personnes ont besoin de connaître parce que nous sommes dans un contexte où, avec la mondialisation, même en milieu urbain, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont un peu laissées. Et les générations perdent un peu ces valeurs-là. Beaucoup ne savent pas qu'on peut produire du charbon à travers les déchets organiques. Les déchets qu'on est censé jeter, on peut les utiliser pour notre bien personnel,
pour, pour en faire, pour les rentabiliser et aussi pour protéger notre environnement. Donc, ils ne savent pas qu'on peut le faire. Donc, il y a un problème de formation technique qui s'impose. Bien que nous le faisons déjà, ce n'est pas assez. Donc, le deuxième pilier, n'est-ce pas, c'est l'octroi des microcrédits parce que les communautés, par exemple, la communauté Mboro avec qui nous avons beaucoup cheminé, chez eux, une fois qu'ils ont été capacités, il fallait bien qu'ils développent, qu'ils puissent avoir des entrées, n'est-ce pas, qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire valoir leurs connaissances. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, au Cameroun, en milieu rural, dans certains cas, les populations sont dans certains cas vulnérables. Donc, les microcrédits, nous avons pensé à un processus que nous essayons de mettre déjà sur pied. Euh, Nous avons pensé aux avec association qui se dit Association villageoise d'épargne et de crédit, pour essayer de pérenniser un peu l'octroi des microcrédits. C'est-à-dire, les comités se mettent ensemble, ils font des collectes hebdomadaires, mensuelles, ils octroient un crédit à un membre de l'association pour qu'il puisse réaliser un projet en lien avec l'écologie, ou du moins avec le vert, comme on le dit souvent. Et ainsi de suite, ça pérennise un peu l'action. Donc, ils ont besoin de formation technique, premièrement. Deuxièmement, ils ont besoin d'octroi de microcrédits pour le lancement. Et troisièmement, il y a le problème de la propriété foncière. Parce que chez nous au Cameroun, pour le préciser, les droits fonciers sont beaucoup plus mis en valeur dans les milieux urbains ou périurbains. En milieu rural, ce n'est pas toujours ça. On sait que chez nous, cette partie, c'est la terre de tel, c'est la terre de tel papa, cette partie, c'est la terre de tel maman. Et bon, voilà. Et très souvent, quand les personnes s'investissent sur cette terre et qu'on voit déjà la rentabilité, ça crée parfois des problèmes de conflit d'intérêts. Donc, il y a un problème de la propriété foncière. Nous pensons que sur ces trois plans-là, si nous mettons des actions, n'est-ce pas, ça pourrait vraiment capitaliser, ça pourrait vraiment rendre ce champ de bataille un peu plus aisé. Très intéressant. On arrive à la fin de notre entretien. Christian, j'avais une dernière peut-être question pour vous, sauf si vous aviez d'autres sujets que vous vouliez partager. Mais sinon, est-ce que vous auriez un message aujourd'hui que vous souhaiteriez adresser aux jeunes et aux porteurs de projets qui souhaitent eux aussi s'engager dans cette lutte et qui souhaitent pouvoir concilier justice sociale et conservation de l'environnement? Oui, bon, déjà, je veux beaucoup m'adresser aux jeunes parce que moi, étant un jeune, ma première euh, interpellation va à l'endroit des jeunes. Premièrement, il faut oser. Nous devons oser, premièrement. La deuxième chose, c'est que nous devons toujours, dans nos actions ou dans nos petits projets que nous mettons, impliquer la communauté. Parce que si eux-mêmes ne peuvent pas exprimer leurs besoins, malgré notre sagacité, notre intelligence, on peut passer à côté de ce qu'il faut vraiment faire. Donc, premièrement, il faut oser. Deuxièmement, il faut impliquer les communautés. Troisièmement, il faut être patient. Tout changement, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, demande de la patience. Et encore plus dans le domaine de l'environnement et des écosystèmes. Donc, du coup, ça, il faut que nous soyons patients. Nos actions que nous mettons aujourd'hui produiront des résultats immédiats peut-être, mais aussi des résultats à long terme. Nous devons être patients. Et troisième point qui est très important pour nous jeunes qui voulons œuvrer dans l'environnement, c'est que toute action doit être en lien avec deux objectifs de développement durable que j'apprécie personnellement. L'objectif de l'ODD numéro 2, faim zéro. Zéro à la fin. Nous ne voulons plus la famine en Afrique. Nous ne voulons plus des personnes qui manquent de quoi manger alors que nous avons des terres, nous avons des ressources. Ça, c'est le premier. Le deuxième ODD qui me passionne vraiment, c'est vie terrestre. ODD numéro 15. Parce que nous sommes sur une terre, nous devons la préserver. Si nous devons l'utiliser, nous devons aussi la préserver. Donc, voilà mon message que je peux adresser à tous ceux qui me suivent et particulièrement aux jeunes. Merci beaucoup, Christian. Merci d'être venu ce matin, d'avoir partagé avec nous de façon très transparente. Et puis, on sent derrière votre engagement sur le terrain. Un très grand merci et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour votre invitation. Voilà. Et peut-être à d'autres occasions. Et ben, je l'espère bien. À OK. travers votre parcours et puis celui de Best Team Fraternity, vous nous avez montré, Christian, combien la préservation de l'environnement et la lutte pour la sécurité alimentaire peuvent et doivent aller de pair, et aussi le rôle clé joué par les communautés dans la préservation et pour un avenir plus sain, durable, avec comme vous avez dit, un objectif de fin zéro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre notre série Les Rendez-vous de la conservation pour découvrir d'autres voies inspirantes
engagée pour la D'accord. planète et ses habitants. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.